Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage sur les petits arrêts de la jurisprudence insolite? Oui, alors pour moi, c'était d'abord un défi à relever. Il fallait identifier ces décisions, les repérer, mettre la main dessus, aller de greffe en greffe, d'archive en archive. Alors, c'est pas une occupation habituelle pour un professeur de droit privé, mais j'avais envie de m'essayer à cet exercice un peu particulier, de faire ce pas de côté en quelque sorte. Et puis, il y avait également ce plaisir qui s'annonçait. Je savais que j'allais me régaler à lire chacune des décisions que j'allais retrouver, que j'allais identifier. Et ça, c'était une motivation importante. Alors, je dois quand même reconnaître que j'avais pas forcément bien mesuré la difficulté de la tâche. Également, je ne pensais pas que certaines décisions, je finirais par ne pas les trouver. Donc, il y a eu quand même parfois un petit peu de frustration, beaucoup d'efforts, mais le jeu en valait la chandelle. Et je suis très content aujourd'hui du résultat. Alors, quel est l'objectif de cet ouvrage? Oui, alors cet ouvrage poursuit deux objectifs. Il y a d'abord un objectif qu'on va dire récréatif. Il s'agit d'égayer le lecteur, de lui permettre à lui aussi de lire ses décisions insolites, de s'amuser, de lire également les commentaires qui assortissent chacune de ces décisions. Il y a 40 décisions, 40 auteurs. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier ici. Et puis, il y a un deuxième objectif qui est un objectif scientifique. Il s'agit de permettre à tout lecteur d'avoir accès à ces décisions. Certaines étaient inconnues, d'autres étaient connues, mais on ne savait pas forcément où les retrouver. Eh bien, désormais, elles sont là, elles sont dans Voilà, ce livre. l'objectif de les recenser, de les Voilà, identifier, de les les recenser, les commenter. identifier et de les donner à disposition. Alors, on va essayer d'avoir un petit focus sur un arrêt. Est-ce qu'il y en a un qui a votre préférence dans les 40 décisions? Oui, alors c'est une question difficile parce que je les aime toutes, ces décisions. Et si je dois en choisir une, celle que je préfère, c'est une des plus connues des juristes. C'est une décision rendue par la Cour d'appel de Riom en 1995 qui concerne une poule, une personne qui se plaignait du bruit des poules de l'un de ses voisins. Et le président de la Cour d'appel de Riom, qui est le président Alzuieta, qui a beaucoup alimenté ce livre, il rend une décision assez drôle et finement rédigée qui commence comme cela. Attendu que la poule est un animal anodin et stupide au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois, que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquettements qui vont du joyeux, c'est la ponte d'un œuf, au serein dégustation d'un ver de terre, en passant par l'affolé, la vue du renard. Et alors il termine en disant qu'il ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant d'un si petit village. Donc voilà, c'est une décision qui est assez connue, qui est assez drôle. Alors, je triche un peu si je devais en ajouter une deuxième, peut-être moins connue. C'est une décision rouennaise des années 70 qui concerne une demande de restitution d'un teckel formé dans le cadre d'une instance en divorce. Et le juge rejette la demande de restitution du teckel en disant, ben, en fait, le teckel, il est parfaitement capable de décider où il veut vivre. Donc voilà, qu'on prenne qui pourra, mais voilà, elle est aussi amusante celle-ci. C'est pas mal, effectivement. Ces décisions insolites, on l'a vu, elles sont drôles, mais parfois elles peuvent poser des problèmes, des questions structurantes du droit. Expliquez-nous. Oui, alors prenons l'exemple d'une décision lyonnaise des années 90 dans laquelle un débiteur avait envoyé à l'un de ses créanciers un chèque établi sur du papier toilette. Alors le juge dit, bon, pourquoi pas, mais ça va dépendre de la qualité du papier toilette utilisé, celui-ci n'était pas suffisamment robuste, bon, il rend sa décision. Mais en fait, derrière cette décision, on voit ce problème tout à fait classique du droit, qui est celui des rapports qu'entretiennent la lettre de la loi et son esprit. Parce que la lettre de la loi, les textes, aujourd'hui le code monétaire et financier, nous disent que le chèque, c'est un écrit qui comporte des mentions. Il ne dit pas que le chèque ne peut pas être établi sur du papier toilette. Et il ne distingue pas selon les supports utilisés. Alors que l'esprit de la loi n'est certainement pas de permettre à un débiteur d'envoyer des chèques sur du papier toilette à Bien ses sûr. créanciers. On comprend très bien le message qu'il y a derrière. Voilà, l'esprit de la loi n'est pas là. Et donc le juge essaie de concilier un peu ces deux approches, et ça le conduit à rejeter en l'espèce ce chèque, mais sans renier totalement la lettre de la loi, parce qu'il dit, en fait, ça va dépendre de la qualité du, du support utilisé. Donc parfois, il peut y avoir des lacunes dans notre droit, et c'est ce qu'utilisent certains avec humour. Oui, avec euh, humour. Le, euh, le plaideur avait une prétention assez drôle, et le juge rend une décision elle-même qui est assez drôle. Alors, on va parler justement des juges. Pourquoi, selon vous, certains magistrats se laissent aller à ces commentaires drôles, à ces rédactions inhabituelles dans le monde du droit? Alors, je ne suis pas dans leur esprit, mais je vois assez bien un certain nombre de raisons qui peuvent les conduire à rendre de telles décisions.
On imagine peut-être parfois simplement un égarement du juge, un moment de fatigue. Le plus souvent, on pense quand même qu'il y a sans doute une volonté de s'amuser, de faire quelque chose de drôle, en fin de carrière, peut-être un juge qui a envie de voir quelque chose de nouveau. Et puis également, il y a sans doute une recherche parfois de reconnaissance, de vedettariat, peut-être un désir d'immortalité. Après tout, cette poule, depuis les années 90, on en parle. 30 ans plus tard, il y a même un professeur de droit privé qui en fait un livre. Bon, tout ça a sans doute joué dans l'esprit de ces juges. On peut cependant relever que en lisant ces décisions, on a parfois quand même une certaine gêne qui apparaît. Alors, je passe déjà sur le fait qu'il y a certaines décisions qui sont même pas drôles, qui sont insultantes pour les parties au litige, pour des tiers. Je pense à une décision dans laquelle un juge explique que le demandeur a un coefficient intellectuel égal à la surface de sa caravane. Bon, ça D'accord. va un peu loin. Une autre qui commence en disant que, attendu que les corps féminins ont tendance à grossir de façon lente mais inopinée, ce qui est totalement misogyne. Bon, mais même en mettant de côté ces décisions qui sont insultantes, il reste dans tous ces arrêts insolites des parties au litige qui n'ont pas demandé à être au cœur d'un arrêt insolite, à subir un coup de canif dans le sérieux de la justice. Et donc, bon, j'ai consacré un livre sur le sujet, mais il ne faut pas y voir un encouragement, une invitation faite aux magistrats à continuer dans cet exercice un peu particulier. Alors, pas d'invitation au magistrat, mais est-ce qu'il y aura une nouvelle édition de cet ouvrage avec de nouvelles décisions, si évidemment, si d'aventure il y a d'autres décisions? Oui, alors effectivement, je reçois beaucoup de décisions supplémentaires et il y aura un volume, il y aura une deuxième édition avec des additions. Mais également, j'envisage de faire un volume 2 qui porterait sur les décisions étrangères insolites. Pour l'instant, c'était que des décisions françaises, à part une décision belge en Donc fin une vue d'ouvrage. plus Mais voilà, une internationale. vue un peu plus internationale, avec la difficulté qui est qu'il va falloir aller les récupérer sur place. Et peut-être aussi des enjeux de traduction, Oui, j'imagine. des enjeux de traduction, des enjeux de commentaires, qui pour commenter telle décision dans telle langue étrangère, tout ça va se poser, mais je commence, je prends le temps, j'ai mis 10 ans à faire ce volume, je prendrai peut-être 10 ans pour faire le deuxième. Pour terminer, est-ce que c'était justement difficile de sélectionner toutes ces décisions, ces 40 décisions? Est-ce qu'il y en a davantage d'ailleurs que ces 40 ou il y en a vraiment que cette quarantaine? Non, il y en a beaucoup plus, mais disons que j'ai fait un choix à un moment donné qui était de dire, je vais pas prendre tout ce qui me fait rire, toutes les décisions dans lesquelles les faits sont drôles. Je vais essayer de retenir un critère, c'est qu'il faut que dans la décision, le juge lui-même ait pris une tournure insolite, une motivation insolite ou amusante, drôle, engagée parfois, insultante rarement, même si c'est un peu déplaisant. Mais il y avait ce critère qui m'a permis de serrer mes décisions et d'en avoir un peu moins. Mais j'en ai plein sous le coude, dont je ne sais pas encore quoi faire. Peut-être dans un second volume, enfin une deuxième édition, elles apparaîtront, je ne sais pas. Bon, on attend la prochaine édition avec une certaine impatience. Merci Lionel Andreu de nous avoir présenté cet ouvrage. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Poitiers. Encore merci pour votre invitation. C'est le moment de terminer cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.